Bonjour, cette vidéo est consacrée aux tenseurs déformation. Dans cette première partie de vidéo, on va s'intéresser aux tenseurs déformation dans le cas des grandes déformations. Ensuite, on va consacrer une autre émission sur le tenseur de déformation, mais dans le cas de l'hypothèse des petites perturbations. Comme on le sait, tout corps physique, du point de vue physique, un corps matériel est un ensemble de particules ou de poids matériels. Donc la notion de particules ou de poids matériels sont identiques. La cinématique a pour objectif la description dans le temps, dans l'espace-temps, c'est-à-dire la variable temporelle et l'espace, des mouvements des corps matériels indépendamment des causes et des lois qui les régissent. Lorsqu'un corps est soumis à des sollicitations extérieures, les particules qui le composent se déplacent dans l'espace. De ce fait, ce corps peut être soumis à différents types de mouvements, des mouvements par exemple de type rigide, de transformation rigide qu'on définira plus tard, ou à des formations provoquées par les déplacements relatifs des particules entre elles. Alors, pour ce faire, on va considérer un domaine d'un milieu continu, non déformé. Et soit un point matériel qui occupe la position P, qui est défini par le vecteur XP. On analyse les particules qui sont autour de ce point matériel P et on peut le représenter dans un volume élémentaire sous forme d'un parallépipède droit ou pavé droit. Pour distinguer la particule qui occupe la position P et les autres particules, on va appeler la particule qui est positionnée au point P comme point matériel. Et on verra comment va se déformer ce volume élémentaire. La description de la déformation du milieu continu peut être introduite par différentes entités. Et on va définir ces entités et on verra quelle est l'entité qui décrit au mieux la déformation du milieu. Le plan du cours est tel que affiché. Tout d'abord, on va décrire la cinématique d'un milieu continu. On définira les différentes entités qui sont le gradient de la transformation, le tenseur des dilatations de Cauchy-Green et d'autres tenseurs aussi de dilatation, le tenseur des déformations et enfin on terminera par la décomposition polaire. Alors, pour illustrer l'état de déformation d'un corps, ici on donne un exemple d'une balle en caoutchouc dans deux états. Le premier état est l'état non déformé. Et pour montrer cette déformation, la déformation de cette balle, on va la placer dans la paume des mains et on va essayer de la déformer en l'écrasant par les doigts. Donc au fur et à mesure qu'on exerce l'effort, cette balle va se déformer. Et on va analyser une partie de cette balle, qu'on appelle milieu continu, dans deux états, l'état non déformé et l'état déformé. C'est ça qu'on va mettre en évidence. Voilà. On va reprendre cette balle. On
caoutchouc. Et on va voir les placer des différentes bases ou différentes référentiels pour suivre le mouvement de ce milieu-là. Donc on considère le domaine dans deux états, l'état non déformé, qu'on appelle configuration de référence, et un état déformé à un instant donné précis. Cet instant, pour cet instant-là, on va figer le temps et on va appeler cette configuration la configuration actuelle. Donc pour repérer les différentes particules, on aura besoin de repères. On aura un repère qui va nous montrer les différentes particules dans la configuration de référence, et un autre repère qui va nous indiquer la position de ces particules à un instant donné. Donc, chaque particule dans la configuration de référence est décrite par le vecteur xp qui a pour coordonnées grand xp1, grand xp2, grand xp3. Ces coordonnées, on les appelle les coordonnées matérielles. Dans la configuration déformée ou actuelle, la même particule est repérée par le repère petit xp. Dont les composantes ou les coordonnées sont xp1, xp2, xp3. Ces coordonnées sont appelées des coordonnées spatiales. Donc les coordonnées spatiales sont des coordonnées à un instant donné t. Donc, si on fige le temps à un instant donné, on va appeler cette configuration la configuration actuelle. Pour repérer la position d'une particule d'un milieu, il faut introduire un repère d'espace, supposé fixe au cours du temps. C'est ce qu'on appelle le référentiel. Alors, chaque particule va se mouvoir et on pourra définir, chaque particule est définie dans l'espace par sa position dans la configuration de référence grand XP, et elle va se mouvoir. Ce mouvement, il est donné par une application phi qui est une application bijective. C'est-à-dire chaque particule qui est positionnée dans la configuration de référence par une lettre majuscule, elle aura son image dans la configuration actuelle par une lettre minuscule. Donc, ici, par exemple, on a P majuscule, son image, c'est P minuscule à l'instant donné T. Ceci est donné par une application phi. On peut en même temps considérer que chaque position qui est décrite par XP, elle aura aussi son image dans la configuration de référence. C'est-à-dire l'application phi est une application vectorielle bijective. Donc, le vecteur x qui définit la position d'une particule à un instant t donné, il va dépendre de cette transformation phi et de sa position dans la configuration des références et de la variable temporelle t. Autrement, la variable grand X, plutôt la variable petit x, elle va dépendre du temps et elle va dépendre aussi de la position de chaque
particule dans la configuration de référence. Cette transformation phi, au lieu de représenter x, petit x en fonction de phi, et cette application qui dépend de grand X et de la variable temporelle, et comme je l'ai dit tout à l'heure, une application vectorielle bijective. Donc, puisqu'elle est bijective, je peux retrouver pour chaque petit x la position, vecteur position grand X en appliquant la fonction inverse ou l'application inverse phi moins 1. Alors, le couple qui représente les variables matérielles, grand X et le temps, est appelé variable de Lagrange. Tandis que le couple qui représente les variables spatiales petit x et le temps sont appelés variables d'Euler. Les variables de Lagrange se révèlent en général bien adaptées à l'étude des mouvements des corps solides, tandis que les variables d'Euler sont beaucoup plus adaptées pour les écoulements de fluide. Quoique, pour les solides ici, si on a même des grandes déformations, telles que la mise en forme des métaux, on peut aussi utiliser les variables d'Euler. Voyons maintenant notre balle dans deux configurations différentes. Voilà. Et on va représenter ce domaine dans la configuration de référence et dans la configuration déformée, un instant t donné. Et on va s'intéresser au point matériel P. Ce point matériel P, il est repéré dans la configuration de référence par le vecteur grand XP. Dans la configuration actuelle, le point P va occuper, plutôt la particule qui occupait qui était située au point grand P dans la configuration de référence, va occuper le point petit p qui est repéré par le vecteur petit xp. Donc le point P, ou la particule, ou le point matériel P aura un vecteur déplacement UP. On va considérer deux particules voisines du point P, soit la particule Q1, Q2. La particule Q1 est positionnée par rapport à la particule P par un vecteur élémentaire d xq1. La particule Q2 est positionnée par rapport à la particule P par le point dxq2. Les deux vecteurs dxq1 et dxq2 sont de longueur infinitésimale, c'est-à-dire qu'ils sont situés au voisinage du point P. Donc la particule Q1 va se déplacer avec un vecteur UQ1 et elle occupera la position Q minuscule 1 dans la configuration actuelle, tandis que la particule grand Q2, elle va occuper la particule petit Q2 dans la configuration actuelle.
Donc les vecteurs élémentaires d grand X vont se transformer en d petit x par la transformation phi. Donc on va considérer ici deux bases. Une base qui sera liée à la configuration initiale qui va nous donner les variables matérielles qu'on appelle dans les vecteurs unitaires sont grand I1, grand I2 et grand I3. Tandis que les variables spatiales, petit x, on va les repérer par rapport à une base dont les vecteurs unitaires sont petit 1, petit 2, petit 3. Q1 et Q2 sont des particules infiniment proches du point matériel P. Donc ils sont infiniment proches. Matériel. Voyons. On verra maintenant quelle est la relation entre le déplacement de la particule P et le déplacement des autres particules qui sont au voisinage du point matériel P. Le déplacement du point de la particule P, UP, et la différence du vecteur petit xp, différence entre le vecteur petit xp et grand xp. On va appeler tenseur gradient de la transformation qui représente la dérivée, les dérivées partielles de l'application phi par rapport aux coordonnées matérielles qui sont définies par le vecteur grand X. Pour ce faire, on va définir d'abord ce que c'est une transformation rigide. Pourquoi? Parce que on va définir plus tard des différentes entités et on va caler ces entités par rapport à cette transformation rigide. Une transformation homogène au mouvement de corps rigide est considérée lorsque la distance entre deux couples de points matériels reste inchangée au cours du mouvement. C'est-à-dire si je prends un corps matériel ici, ce corps matériel, il va subir les points entre les particules ne va pas changer. Donc au cours de la transformation, il va son mouvement peut être décomposé en une translation suivie d'une rotation. Donc vous voyez que ce corps-là ne s'est pas déformé. Donc il a subi uniquement une translation et une rotation. Le vecteur grand petit x peut être défini comme étant égal à un tenseur R par le vecteur grand X. R est un tenseur orthogonal, c'est-à-dire que si on fait le produit contracté de R par RT, on trouve la matrice identité. Et R ne dépend que du temps. C de T représente la translation d'un corps rigide. Et R de T représente la rotation rigide du corps. Alors, pour voir si une entité est une bonne mesure de la déformation, on va
va le tester par la transformation rigide, pour laquelle, si pour un corps qui subit une transformation rigide, cette entité doit être égale à 0. C'est-à-dire l'entité de mesure de l'état de déformation. Donc on va les définir plus tard. On va tester chacune des entités comme on teste un appareil de mesure. C'est-à-dire, voilà, par exemple, un appareil qui mesure le poids. Par exemple, là, vous avez une balance. Et cette balance-là, s'il n'y a aucune masse, elle va indiquer 0. Pour nous, aucune masse est une transformation rigide. Donc, pour une transformation rigide, l'entité doit être égale à 0. Donc, on mesure, la bonne mesure est déclarée bonne. Donc, si l'entité, on dit qu'elle est bonne, elle est déclarée bonne, déclarée ici, hein, déclarée bonne, si la mesure de l'entité est nulle pour la transformation rigide. Comme vous le voyez, on voit ici, pour une transformation rigide, le gradient de la transformation, F, est égal à R. C'est-à-dire, si pour une transformation rigide, vous voyez ici, R ne dépend pas de temps, ne dépend que du temps, C ne dépend que du temps, c'est-à-dire le vecteur déplacement, son gradient est égal à 0. Donc, F est égal à RT, au tenseur de rotation. De ce fait, F n'est pas une bonne mesure de la déformation, c'est-à-dire le gradient de la déformation n'est pas une bonne mesure. Pour ce faire, on doit chercher d'autres entités qui nous décrivent au mieux l'état de déformation d'une structure ou d'un milieu. Et on va analyser ce gradient de déformation. Le gradient de la transformation caractérise la déformation locale, c'est-à-dire la déformation au voisinage du point. C'est-à-dire si on prend ici la particule P, donc il la définit au point P. Si on prend une particule lointaine aussi du point P, on aura un autre gradient de transformation. Ce tenseur est appelé matrice jacobienne, laquelle est définie par la relation. Donc, c'est les dérivés partiels des coordonnées spatiales par rapport aux coordonnées matérielles. Comme on a 3 coordonnées spatiales et 3 coordonnées matérielles, on aura 9 composantes. Donc, c'est une matrice qui est composée de 9 composantes. Donc, x, je peux écrire que le vecteur x, grand X plus u, est égal au vecteur petit x. Donc, u est égal à petit x moins grand X, et je vais différencier cette équation vectorielle. Donc, du sera égal à d petit x moins d grand X. Donc, d petit x sera égal à du, la différentielle du vecteur déplacement, plus la différentielle de d grand X. Cherchons maintenant la relation qui lie le tenseur gradient de la transformation et le gradient du vecteur déplacement. Si on considère 2 particules voisines du point P, donc on pourra
transformer les d grand X en d petit x par le biais de du gradient de la transformation f. Donc je peux dire que dx1 est égal à f d grand x1, dx2 c'est f d grand x2. En écriture matricielle, je peux écrire que dxi c'est fij dxj. Donc fij est égal à d petit xi d grand xj. Je vais exprimer d petit xi en fonction de dui et on aura que la transformation, les composantes fij seront égales à delta ij, l'indice de Kronecker, plus le gradient, les composantes du gradient du vecteur déplacement. Donc f est égal à la matrice identité plus le gradient de u. Comme vous le voyez, ça confirme l'observation qu'on a fait tout à l'heure. Dans une transformation rigide, le gradient de u est égal à 0. Donc f est égal à 1. Elle n'est pas égale à 0. Donc f est non nul pour les transformations rigides. De ce fait, il ne peut pas être représentatif de l'état de déformation. Cherchons maintenant la relation qui lie le vecteur déplacement d'un point matériel et le vecteur de chacun de ses particules voisines. C'est-à-dire, si j'ai un point P, c'est une particule, un point matériel, ce point matériel qui est positionné au point P, dans la configuration de référence, il va se déplacer avec, il aura un déplacement UP. Quel sera le déplacement d'une particule qui sera voisine? Ce déplacement est égal à, est désigné par U, Q. Alors pour ce faire, on va faire une somme vectorielle. Je vais considérer que le vecteur UP plus dx est égal à dx, d grand X, plus UQ. Et de cette façon, on peut tirer que le vecteur déplacement de la particule Q, ce sera le déplacement du point de la particule P plus d petit x moins d grand X. On va transformer d petit x en d grand X par le biais du gradient de la transformation. Donc on aura UP, F, d grand X, moins d grand X que multiplie l'unité. Tout ça pour faire, avoir la possibilité de mettre les d grand X en facteur. Donc ça sera le déplacement du vecteur UQ, ce sera UP plus un produit contracté entre le vecteur d grand X moins plutôt multiplié par la différence entre le gradient de la transformation f et la matrice identité. Or, f moins la matrice identité va nous donner le gradient de u. Donc, le déplacement d'un point qui est situé au voisinage de la particule P, il est égal au déplacement de cette particule plus un produit tensoriel égal au gradient du déplacement de UP que multiplie dx. C'est-à-dire si on représente ici l'élément de volume représentatif, on a la particule qui est positionnée au point P, au sommet à l'un des sommets de ce parallélépipède.
Et supposons que la particule P va se déplacer avec ce point UP. Les particules voisines ici, je prends une particule par exemple, cette particule-là, on va voir dx. Une particule ici, je vais devoir dx. Donc c'est le dx va dépendre de la position de cette particule par rapport à P. Donc à la fois on a le module ou la norme de dx qui va changer, sa longueur, et aussi son orientation. Donc le gradient de UP, il est défini au niveau local. C'est-à-dire, au point P, on définit cette entité-là. Ainsi, le vecteur déplacement de l'ensemble des particules voisines du point matériel s'exprime en fonction du déplacement de ce dernier, c'est-à-dire en fonction du déplacement de la particule P. Définissons maintenant une autre entité. Cette entité est appelée tenseur des dilatations de Cauchy. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va, pour décrire cette déformation, on va considérer deux directions issues de la particule P dans deux configurations. La configuration de référence et la configuration actuelle. Soit la direction dans la configuration de référence N1, qui est le vecteur unitaire, et soit toutes les particules qui sont situées sur cette direction qui seront définies par D grand X1. On prend aussi une autre direction, N2, vecteur unitaire. Donc toutes les particules qui seront situées dans cette direction-là et qui seront distantes de D grand X2. Donc, ces vecteurs élémentaires, ils seront caractérisés par deux choses, par la direction n et leur longueur qui sera dx. Il ne faut pas oublier que toutes ces particules doivent être dans le voisinage immédiat de P. Donc si je connais mes directions initialement orientées N1, N2, je peux connaître l'angle entre ces deux. Il suffit de faire le produit scalaire. Donc, le cosinus de l'angle entre les directions N1 et N2, ce sera le produit scalaire dd grand X1, d grand X2 sur la norme de dx1, dx2. Donc, en divisant, on sait que dx1, c'est la longueur dx par la normale n, la direction de n1. dx2, c'est la longueur dx2 par la direction n2, c'est des vecteurs unitaires. Donc en simplifiant, on pourra dire que l'angle entre les deux directions n1 et n2, il est donné par le cosinus de cet angle, il est défini par le produit scalaire de n1 par n. Analysons maintenant la configuration actuelle. Quand les grands d grand x1, il va passer à d petit x1. C'est-à-dire il va varier de longueur et d'orientation. La même chose pour d grand x2. Aussi, il va changer de longueur, ça sera dx2, et de direction. Les directions de n1 va se transformer en petit n, n1 va se transformer
Ici, on a un 1 et un 2. N1 il peut se transformer là, N2 il peut se transformer là, ça pose aucun problème. Donc on va définir un rapport de longueur dxi sur d grand xi, c'est-à-dire i c'est une direction, donc on peut avoir des différentes directions, une infinité de directions à partir du point P, et on étudie la variation de longueur. La variation des longueurs est donnée par un rapport qui sera noté lambda ni, qu'on appelle dilatation dans la direction ni. Les deux directions grand N1, grand N2 qui étaient dans la configuration initiale, ils sont définis par l'angle alpha 0. Donc leur orientation va changer et dans la configuration actuelle, on va définir alpha 1, l'angle entre N1 et N2. Le cosinus de cet angle alpha, il sera donné par le produit scalaire dx1 dx2 sur la norme de dx1 par dx2. Donc si je connais lambda, je peux calculer dx1 connaissant d grand x1, la même chose pour dx2. Et donc l'astuce ici, c'est de faire le produit scalaire des vecteurs élémentaires dans la configuration actuelle et les exprimer en fonction des vecteurs élémentaires dans la configuration de référence. On pourra aussi déterminer la distorsion entre les deux directions, N1 et N2, où on avait l'angle par la distorsion des alpha, qui sera égal à alpha 0 dans la configuration de référence et alpha 1 dans la configuration actuelle. Donc l'idée, c'est de trouver une entité pour laquelle on va faire le produit vectoriel des différentes directions. Voilà pour montrer la nécessité d'introduire d'autres entités qui vont nous décrire la déformation. Alors, là on va faire donc l'idée c'est de faire le produit scalaire dx1 par dx2, exprimer dx1, des petits x1, dx2 par des grands x1, des grands x2, c'est-à-dire c'est des vecteurs élémentaires dans la configuration actuelle et dans la configuration de référence. Donc on fait intervenir le gradient de la transformation f. Donc on va essayer d'avoir le tenseur de le gradient de la transformation f, on va le mettre de ce côté. Donc de ce côté, donc ça va être f, si je le mets juste après dx1, ça sera f transposé. Donc j'aurai dx1 transposé, j'ai ici f transposé, ce f va être transposé et ce f il ne va pas changer. Donc le produit tensoriel de f transposé f va nous définir une nouvelle entité C qui est un tenseur d'ordre 2. Donc là, f est un tenseur d'ordre 2, f transposé d'ordre 2, f d'ordre 2, donc un produit contracté, 2 plus 2, moins 2 à cause de la contraction, donc on aura un tenseur d'ordre 2. Ici c'est transposé, c'est pour que le produit soit, disons, dx2 c'est une ligne, c'est une colonne ici ça doit être une ligne.
Le tenseur C est appelé tenseur des dilatations de Cauchy-Green droit. Ce tenseur est symétrique. Il est dit matériel parce qu'il agit sur les vecteurs élémentaires matériels. Donc ce tenseur est représenté par une matrice, elle est d'ordre 2, donc vous avez les composants de cette matrice dans une base quelconque. On peut déterminer ce tenseur dans la base principale. Il suffit de diagonaliser cette matrice, c'est-à-dire en cherchant les vecteurs propres. Voilà. On va voir que signifient les composantes du tenseur de dilatation. Quel est son sens physique? Donc pour ce faire, on prend ce tenseur dans la base principale et on va considérer un parallélépipède élémentaire dans la configuration de référence et dans la configuration actuelle. Voilà. Les arêtes dans la configuration de référence, donc c'est des grands X, des grands Y, des grands Z. Donc je peux connaître le volume de ce parallélépipède rectangle, ou ce pavé droit. Donc il va rester un parallélépipède parce que on est dans la base principale. Donc soit dx, ce sera lambda des grands X, des petits y, lambda 2 des grands Y, et des Z, lambda 3 des grands Z. Donc, on a représenté ici la transformation de ce parallélépipède élémentaire, mais dans la base principale, juste pour comprendre le sens des composantes du tenseur des dilatations. Donc on peut calculer son volume en faisant le produit des différentes longueurs de trois arêtes perpendiculaires. Ce sera des petits x, des y, des z. Donc dv, ce sera lambda 1, lambda 2, lambda 3, des grands x, des grands y, des grands z. Voilà. On va calculer le gradient de la transformation à partir de ces relations. Donc il suffit de faire les dérivés partiels. Donc on aura lambda 1, là 0, 0, 0 lambda 2, parce que là ici des y, 0. Et la dernière ligne, 0, 0, lambda 3. Et on va déterminer la matrice ou le tenseur C, tenseur des dilatations. Ce sera F transposé F par F, qui sera égal à lambda 1 au carré, lambda 2 au carré, lambda 3 au carré. Vous avez les éléments de la diagonale. Ça veut dire que ce tenseur C, les composants dans la base principale, sont les carrés des élongations ou des, comme on appelait tout à l'heure, pour rappeler, les dilatations. On dit dilatation même si c'est inférieur à 1. Donc c'est 1, la composante dans le repère principal, c'est 1, c'est lambda 1 au carré, c'est 2, c'est lambda 2 au carré, et c'est 3, c'est lambda 3 au carré. Donc c'est les élongations. On peut calculer aussi la variation de volume relatif en faisant le rapport des petits v sur des grands v, qui est donné par ce quotient. En simplifiant par les dx, dy, dz, on aura que la variation de volume sera égale à lambda 1, lambda 2, lambda 3, c'est-à-dire le déterminant de f. Le déterminant de f va nous donner la variation de volume relatif.
Donc, si on veut déterminer le lambda dans une direction donnée, il suffit de connaître uniquement le vecteur unitaire qui est porté par cette direction. Donc lambda n, ce sera n transposé. La matrice C qui est définie pour une particule donnée. Si vous changez de particule, si vous prenez une autre particule un peu loin par rapport à celle que vous considérez, donc ça sera un autre tenseur que par n transposé. Revenons maintenant pour voir, on revient pour jauger si cette entité qui est la matrice C, si elle donne une bonne mesure de l'état de déformation ou pas. Donc pour ce faire, comme on dit, qu'il faut que ça soit, pour la transformation J, il faut qu'elle soit égale à 0. Voyez. Pour une transformation rigide, donc C, on a vu c'est F transposé F. Pour une transformation rigide, F est égal à R transposé R. Donc si je mets R transposé R, comme R est une matrice diagonale, ça va, orthogonale, pardon, c'est une matrice orthogonale qui fait entrer que les rotations, donc elle va être égale à 1. Donc, malheureusement aussi, la matrice C ou le tenseur des dilatations, le tenseur des dilatations de Cauchy-Green droit n'est pas aussi une bonne mesure de l'état de déformation. Néanmoins, il nous indique les élongations, il nous indique aussi les variations de direction. Voyons maintenant comment, dans la configuration de référence, comment un parallélépipède droit ou un pavé droit, comment il va être transformé. Pour ce faire, on doit connaître l'élongation pour voir les variations de longueur et on doit connaître les variations des angles. Pour ce faire, donc on va considérer donc ce parallélépipède. Donc c'est un parallélépipède rectangle. Donc si je connais la longueur de trois arêtes, je prends des arêtes qui sont issues de la particule P, les trois arêtes qui sont perpendiculaires de A2, c'est-à-dire DX1, DX2, DX3, vous voyez qu'ils sont perpendiculaires, parce que j'ai un parallélépipède rectangle, un pavé droit, donc il suffit de connaître les longueurs. Pour connaître la variation de longueur, il suffit de connaître les lambdas, les différents lambdas. Et connaître aussi la variation d'angle. Donc je peux déterminer dx1, dx2. Donc ça sera dx1 transposé c dx2. Donc pour calculer les variations de longueur, on fait le produit postulaire dx1, dx2. Donc on va aboutir à la relation qui est donnée par lambda dans une direction donnée. Ça sera n racine carrée de n transposé cn.
c'est n, où n est un vecteur. Donc si je connais par exemple la direction, je connais la longueur de dx1, je connais sa direction, c'est-à-dire je connais la direction de dx1, donc je peux connaître lambda dans la direction de dx1. Je peux faire la même chose dans la direction 2 et dans la direction 3. Donc si je connais les lambda, je peux déterminer des petits x. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses à voir. Il suffit maintenant aussi de déterminer les variations d'angle. Pour déterminer ces variations d'angle, ben on va faire la même chose comme on a défini tout à l'heure. Le cosinus de l'angle entre dx1 et dx2, le cosinus de l'angle entre dx2 et dx3, et la variation de l'angle entre dx3 et dx1. Ceci est donné par les relations qui sont indiquées ici. Donc, il suffit de connaître les deux directions, les vecteurs unitaires dans les deux directions, la matrice C et les élongations dans les deux directions. Donc, je peux connaître le cosinus des différents angles dans la configuration actuelle. Ben, ceci va automatiquement nous mener à déterminer, si vous voulez, voilà le parallélépipède qui était droit va se transformer en un parallélépipède, mais qui n'est plus ce pavé droit, c'est-à-dire ce parallélépipède rectangle, il va devenir un parallélépipède quelconque. C'est-à-dire l'angle ici, que vous avez les angles qui sont droits, ne seront plus droits. Et vous aurez ces angles-là. Donc, il y a une variation de longueur qui est donnée par les annulations et une variation d'angle. Donc, vous voyez bien que ce parallélépipède rectangle, il a changé de volume, il change de dimension, les arêtes ont changé de dimension et ils ont changé d'orientation. Donc à la fois on a un changement de volume, de dimension et de forme. Donc tout ça, ça a été illustré par le tenseur de dilatation. Voilà. On va introduire une autre entité, puisqu'on a vu que les deux entités qu'on a fait intervenir, c'est des entités qui ne donnent pas une bonne mesure de la déformation. Pour ce faire, on doit faire un effort
pour trouver une autre entité qui sera une bonne mesure. Cette entité est le tenseur de déformation. Alors pour ce faire, on doit toujours considérer les configurations de référence et la configuration actuelle, et on va garder les directions qu'on a considérées tout à l'heure. D'accord? On va supposer que dx1, ce sera égal d grand L1, N1. dx2, d grand L2, N2. Donc ces longueurs vont, dl1 et dl2, vont changer en petit dl1, petit dl2, et elles vont changer aussi, les vecteurs grand N vont changer de direction en petit n. Et on va calculer la variation de d petit l moins les d grand N. C'est cette quantité qu'on va chercher. Et on va chercher aussi la variation d'exemple. Bon, on sait que les variations de longueur ne peuvent se faire que par des produits scalaires. Alors, pour ce faire, on va faire le produit scalaire de les d petit x moins les d grand x. d petit x1, d petit x2, c'est le produit scalaire des vecteurs élémentaires dans la configuration actuelle, auquel on soustrait le produit scalaire des vecteurs élémentaires dans la configuration de référence. On exprime les d petit x en fonction des grands x. Donc ce sera dx1, c'est d grand x2, ça on l'a déjà fait, moins on soustrait dx1, dx2. Donc pour faire intervenir des tenseurs d'ordre 2, on peut multiplier ici par la matrice identité. C'est juste pour avoir dx1, d grand x1, d grand x2, on peut les mettre en facteur. Et on voit bien ici qu'on fait intervenir une nouvelle entité qu'on appelle tenseur de déformation F. Ce tenseur, ce tenseur sera égal à 1/2 de C moins I. Parce que là, vous avez C moins I et vous avez le 1/2. Et remplaçons C en exprimant en fonction de le gradient de la transformation F, on aura F transformé F moins I. Voyons maintenant, on veut exprimer le tenseur de déformation de Cauchy-Green, de Green-Lagrange, pardon, E, le tenseur de Lagrange, de Green-Lagrange, en fonction du gradient du vecteur déplacement. Donc on va remplacer F par sa valeur, par 1 plus du sur dx transposé. Donc là, on a déterminé tout à l'heure cette relation entre le F et le gradient de U. Et on va faire ce produit. Vous voyez que j'aurai 1 plus le gradient de U, le gradient de U transposé, plus un produit, gradient de U transposé, gradient de U, moins la matrice identité. Donc le moins avec la matrice identité avec moins, donc ça va simplifier. Et on aura 1/2. Donc le tenseur de déformation, ça sera 1/2 de le gradient de U plus gradient de U transposé plus un produit entre
le gradient de U transposé par le gradient de U. Ce produit, il va intervenir là, disons, intervenir la non-linéarité. Voyons, le tenseur de déformation E, donc il est d'ordre 2, on peut exprimer ses composantes et on verra la signification de chaque composante maintenant. On peut faire aussi le cheminement inverse, c'est-à-dire au lieu d'exprimer on peut exprimer les ici au lieu ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a exprimé les deux petits x en fonction des grands x. On peut faire le contraire, exprimer les des grands x en fonction des petits x. Et on va faire introduire un nouveau tenseur de déformation qu'on appelle tenseur Euler-Almensy, qu'on note petit e. Ce tenseur Euler-Almensy, il est donné par 1/2 de la matrice identité moins f, la matrice inverse de la matrice transposée, que multiplie la matrice inverse de f. On verra maintenant si ces deux tenseurs sont de bonnes mesures de l'état de déformation. Alors, on revient toujours on va tester ces entités et on va voir si pour la transformation rigide, ils sont égaux à 0. On commence d'abord par le tenseur grand E, le tenseur de Green-Lagrange E. Donc il sera égal à 1C moins I. On remplace C par F transposé F. Alors, dans le cas de la transformation rigide, on a vu que F, c'est la matrice de rotation R. Donc, ce sera R transposé R. Or, R transposé R, c'est une matrice orthogonale, donc elle est égale à l'identité. On aura 1 moins 1, donc ça va être 0. D'où E, le tenseur de Green-Lagrange est une bonne mesure de l'état de déformation. Voyons maintenant le tenseur petit e, le tenseur d'Euler-Almensy. E, c'est 1/2 de la matrice identité moins F moins T, F moins 1, et on retrouve la même chose, 0. Donc, les tenseurs de Green-Lagrange et d'Euler-Almensy sont de bonnes mesures de la déformation car ils sont nuls pour les déformations rigides. Voyons maintenant la signification des différentes composantes du tenseur de déformation. Alors, les composantes de E, vous les voyez, c'est E1, E12, E11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32, E33. C'est un tenseur symétrique, c'est-à-dire E12 est égal à E1, E13, 3,1 et E32 est égal à E23. Il est écrit donc dans la base I1, I2, I3. On verra ça dans ce schéma. Voilà. Voilà, on a agrandi pour mieux voir. Voilà. On a considéré les domaines dans deux états, l'état non déformé et l'état déformé. La base dans laquelle on a écrit le tenseur de déformation,
c'est la base qui décrit les variables de matériel, c'est-à-dire les variables de Lagrange, soit les vecteurs I1, I2, I3. La particule ou le point matériel P, il est repéré par le vecteur XP. Au voisinage de ce point, cette particule, on peut considérer là un volume élémentaire qui est le parallélépipède rectangle. Ici, on a zoomé bien sûr pour mieux le voir. Dans la configuration de référence, si je prends à partir de la particule P des directions qui seront parallèles à grand I1, grand I2, grand I3, ces trois directions vont se déformer. Et j'aurai ici des petits I1, petit I2, petit I3. Et le volume élémentaire qui était un parallélépipède rectangle, pavé droit, il va se transformer en un parallélépipède quelconque. Donc le tenseur de déformation, il est déterminé au point P, c'est-à-dire la particule P, et relativement à la base, dont les vecteurs sont grand I1, grand I2, grand I3. C'est ce que on exprime. Voyons d'abord la signification des composantes qui sont situées sur la diagonale. Ensuite, on verra les composantes qui sont hors diagonale. Voyons. Alors, la composante E11, qu'est-ce qu'elle va représenter? Elle est égale à 1/2 de la dilatation dans la direction I1 au carré moins 1. E22, 1/2 de lambda dans la direction I2 moins 1. Et E33, c'est 1/2 lambda au carré dans la direction 3 moins 1. C'est-à-dire, on va calculer dans les trois directions lambda. 1, 2, 3. Et on calcule leur carré. D'accord? Donc, composante pour la diagonale, il nous indique les élongations. Voyons maintenant que représentent les composantes hors diagonale. Les composantes hors diagonale, vous voyez que si je prends la direction I1, I2, on a un angle droit dans la configuration de référence. Cet angle droit, il va se transformer en un angle non droit, donnant alpha, avec un angle alpha. Il suffit de connaître alpha 1. Epsilon 1,2 sera égal à epsilon de 1, ce sera 1/2 lambda I1, lambda I2 par le cosinus de l'angle dans la configuration actuelle. C'est-à-dire quand I1 va se transformer en petit I1, I2 vont transformer en petit I2. Donc vous avez ici un angle droit au départ, ça ne sera plus un angle droit. Et vous prenez le cosinus. Donc, les composantes hors diagonale, on peut dire qu'elles vont représenter la distorsion. La même chose pour la composante 1, 3 et la composante 2, 3. La composante 1, 3, c'est 1/2 l'élongation
dans la direction I1 par celle dans la direction I2 par le cosinus qui sera formé par les directions petit I1, petit I3. Donc on pourra dire que ils sont, les composantes qui sont hors diagonale décrivent les distorsions entre les différentes directions, et les composantes de la diagonale, c'est les élongations suivant les directions I1, I2 et I3. Vous voyez bien que c'est toujours ça, c'est relatif à I1, ça, c'est relatif à I2, et ça, c'est relatif à I3. Les élongations au carré, bien sûr, et ça, c'est les distorsions. On va étudier en détail le tenseur de déformation dans le cas avec l'hypothèse plutôt des petites perturbations. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a défini différentes entités. Les entités qu'on a définies dans la configuration de référence sont le tenseur des dilatations de Cauchy-Green droit, le tenseur C, et le tenseur de déformation de Green-Lagrange, E. Ces deux tenseurs C et E opèrent sur les vecteurs matériels. C'est ce qu'on appelle la description lagrangienne. La description lagrangienne, elle part de la configuration de référence. Alors, donc, cette transformation, si vous voulez, elle est donnée par l'application phi, qui est une application bijective. Donc, on transforme les D grand X en D petit x. On peut imaginer aussi ou considérer la relation réciproque ou inverse en étudiant la transformation des D petit x, des vecteurs élémentaires, en D grand X, par le biais de la bijection, c'est-à-dire l'application qui est bijective phi moins 1. À partir de la configuration actuelle, c'est-à-dire on se pointe petit P2, on définit deux tenseurs. Un tenseur B qu'on appelle tenseur de dilatation de Cauchy-Green gauche et un tenseur E qu'on appelle tenseur de déformation de l'Euler-Helmholtz. Ces deux tenseurs opèrent sur les vecteurs spatiaux qui constituent la description eulérienne. On arrive maintenant à la décomposition polaire. Comme on a vu, le tenseur F fait passer les vecteurs élémentaires D grand X de la configuration de référence à un vecteur D petit x dans la configuration actuelle. Ce passage peut être décomposé en une opération dite d'extension suivie d'une autre opération qu'on appelle opération de rotation. Dans une déformation générale du milieu continu, la décomposition diffère en chaque point et à chaque instant. C'est-à-dire que le gradient de la transformation F peut être décomposé en un tenseur R et un tenseur U. Le tenseur R est un tenseur orthogonal qui décrit les rotations et d'un autre tenseur symétrique E qu'on appelle tenseur d'extension droit. C'est-à-dire l'élément de volume qui était un parallélépipède, il va se transformer par là au niveau local par F,
par le gradient de la transformation. Ce gradient de la transformation, je peux le décomposer en deux composantes. Une composante décrite par un tenseur symétrique, tenseur d'extension U, et un tenseur de rotation. C'est-à-dire le parallélépipède, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord se déformer, ensuite faire une rotation. Vous voyez ici, hein? Donc, il garde la même forme. Quand il fait la rotation, il garde la même forme. On peut aussi supposer aussi qu'il fasse aussi une rotation. Vous voyez, hein? Donc ce parallélépipède droit, il va rester droit, il va faire une rotation suivie d'une extension. Bon, là, il faut faire attention. Quand on écrit F est égal à R par U, c'est d'abord U, ensuite R. D'accord? C'est dans l'ordre inverse. Vous avez le deuxième membre, les transformations que vous considérez, c'est... vous voyez que à cause de on a une non-linéarité, donc on ne peut pas sommer les transformations. Ça ne va pas donner la même chose. Quand je mets U, ensuite R, ce n'est pas la même chose quand je mets R et V. Donc vous voyez que V, il est différent de U. Alors, pour ce faire, donc on peut considérer que F c'est V par R. Quand je mets VA par R, on fait d'abord la rotation, ensuite la V. Pourquoi? Parce que VR. Donc R fait l'application V par R. Donc on doit d'abord R, ensuite on fait cette transformation. Le tenseur V est appelé tenseur d'extension gauche. Les tenseurs U et V ont les mêmes valeurs propres. Ces tenseurs ont les mêmes valeurs propres. Voyons maintenant, si on connaît le gradient de la transformation, comment on peut déterminer le U et R, U, V et R. Prenons l'exemple où on a la transformation R, U. Donc je peux écrire que C est égal à F transposé F. Donc F transposé, c'est U transposé, R transposé. Et F, c'est R, U. Comme R est un tenseur orthogonal, R transposé R, ça donne la matrice d'identité. Et comme U est symétrique, U transposé par U, ça donne U par U. Donc c'est U au carré. Donc la matrice C, elle représente la matrice U au carré. Il faut faire attention là. Il faut faire attention à la chose suivante. C'est-à-dire que U au carré est égal à C. C'est-à-dire que U, c'est la racine de C, de la matrice, et non pas des composantes. Pour déterminer U, on doit d'abord diagonaliser C. On doit d'abord diagonaliser, c'est-à-dire chercher les valeurs propres de C. Ensuite, déterminer les vecteurs propres pour pouvoir faire les transformations d'une base à une autre. Si on connaît les valeurs propres de C, on détermine les vecteurs propres
et on déduit la matrice de passage. On déduit les éléments de la matrice de passage. Ayant la matrice de passage, on peut revenir à la base de départ pour déterminer U. C'est-à-dire, on établit d'abord U, c'est la racine carrée de C. Donc, dans la base principale, je peux dire que racine de la matrice C, étoile, c'est la racine de C1, la racine de C2, la racine de C3. Uniquement dans la base principale. Donc c'est U étoile dans la base principale. Je calcule l'inverse U étoile moins 1. Ça sera 1 sur racine de C1, 1 sur racine de C2, 1 sur racine de C3. Et ayant les matrices de passage, on peut calculer U et U moins 1. Vous avez ici la relation en écriture matricielle et vous l'avez en écriture indicielle. Une fois que je connais U moins 1, je peux revenir au calcul de la matrice orthogonale, c'est-à-dire la matrice de rotation. Ben, sur ce se termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va encore discuter du tenseur de déformation, mais cette fois-ci dans le cas de l'hypothèse des petites perturbations. On aura aussi d'autres vidéos sur des exercices qui ont trait à cette thématique. Sur ce, je vous dis au revoir et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.